Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sesh, la série de podcasts où on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Roland Jamin, co-gérant de Sport Service à Lacano. Salut Roland. Et bonjour. On est à Lacano ici, au domaine de Pitreau. Merci beaucoup de nous accueillir. Et bien avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que ça se situe ce domaine de Pitreau à Lacano ? Eh bien on est donc dans le sud-ouest, pas très loin de Bordeaux. On est à 1 heure du centre-ville de Bordeaux, à 45 minutes de l'aéroport, en bordure de l'océan de Lacano. On est situé à mi-chemin entre Lacano-ville et Lacano-océan. Donc ce qui fait qu'on est à 10 minutes aujourd'hui en voiture de l'océan et qui fait qu'on a une position géographique, c'est vrai, assez intéressante pour venir faire du ski, mais aussi prendre des vacances et passer du bon temps pendant la saison. Et c'est un endroit assez exceptionnel parce qu'on arrive, donc on longe la grande nationale ou la grande départementale là pour arriver ici, direction le Moutchik. Tout à fait. Très sympa le Moutchik. Et donc on traverse un peu les bois. Et on arrive sur cet endroit qui est incroyable où il y a déjà des villas à l'entrée du domaine. Oui, tout à fait. Alors, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait rien. C'est le fruit du travail de nos parents, donc de Géraldine et moi, qui ont acheté le domaine de Pitreau, qui était à la base une ferme, et qui en ont fait petit à petit ce que c'en est aujourd'hui. Donc la base du projet, effectivement, c'était le ski nautique. Donc ils ont fait creuser le premier lac, et puis quelques années après, le second. Et après l'idée de mon père qui a toujours été un entrepreneur, qui a été de développer à la fois le sport et le ski nautique, mais aussi sa vision un peu de businessman, de vouloir développer tous les services qu'il pouvait potentiellement avoir autour de la pratique du ski nautique. Et donc en l'occurrence, ça a été dans le premier temps de faire un pro shop pour faire de la vente de matériel lié au ski nautique, puis l'importation de bateaux, et après les maisons comme qu'on voit à l'entrée. Ça a été un peu le troisième étape où il a construit donc des maisons pour pouvoir accueillir les stagiaires qui viennent d'un peu partout en France pour passer justement plusieurs jours ou la semaine ou plusieurs semaines sur le domaine pour pouvoir profiter à la fois donc du ski nautique, de s'entraîner, mais aussi tous les différents aspects attractifs qu'est Lacano en général. Ouais, c'est quand même un des endroits les plus incroyables pour le ski nautique en France, assez unique. C'est vrai qu'il n'y a pas de club, il n'y a pas beaucoup de clubs comme celui-là, et on est ravis de pouvoir faire un podcast ici, c'est excellent. Eh bien, on est heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Donc, on va commencer avant de rentrer plus dans l'histoire du domaine de Pitreau, peut-être de te connaître un peu mieux. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et auditrices ? Oui, alors je suis donc Roland Jamin, j'ai 33 ans. Moi, j'ai toujours vécu à Lacano. Mes parents, eux, sont parisiens de base. Ils sont venus à Lacano il y a maintenant un peu plus de 40 ans. Moi, donc, j'ai vécu toute ma vie à Lacano. J'ai fait mes études au primaire à Lacano. Et ensuite, je suis parti faire mes études, mon collège, lycée et mes études supérieures sur Bordeaux. Et en ayant, par contre, depuis toujours, réussi à concilier mes études et puis essayer ma pratique de continuer à faire ma pratique du ski nautique, m'entraîner à Lacano, ce qui fait que j'ai pu faire un peu de compétition quand j'étais plus jeune, arriver à être une fois champion de France maintenant je crois qu'il y a 12-13 ans, j'ai plus la date exactement, et puis de fil en aiguille, à la fin de mes études, je ne savais pas forcément exactement ce que je voulais faire, mais la seule certitude que j'avais, c'était de venir travailler ici, parce que je suis un amoureux de mon spot de Pitreau et de Lacano. Je ne me voyais pas vivre ailleurs et travailler ailleurs. Donc voilà, et puis petit à petit, ça s'est fait d'abord en travaillant dans le bateau, dans l'école de ski, puis ensuite en travaillant avec mon père dans les bateaux et dans l'importation et vente aujourd'hui de bateaux. Ok. Effectivement, donc tu as eu ton petit moment de carrière sportive où tu as eu ce titre de champion de France, ça c'était en quelle catégorie tu sais déjà ? En Open, j'ai fait champion de France Open en slalom. C'était à Orthez. L'année exacte, je ne pourrais plus te le dire, mais oui, c'est ça, il y a à peu près 10-15 ans. Ouais, ok. Et
Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'orientes plutôt vers une carrière business entrepreneur comme ton papa plutôt que vers le sport? Je fais toujours du ski, j'essaie de faire déjà pour le plaisir, je fais toujours un petit peu de compétition. Après, le niveau déjà il est quand même assez élevé, et puis il continue de monter avec les nouvelles générations. Et aujourd'hui, même si effectivement la base n'est pas énorme en termes de nombre de pratiquants et de compétiteurs, le haut niveau il est toujours et il reste très, très élevé. Donc si on veut être dans les meilleurs, bah, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps à passer sur l'eau. De plus en plus maintenant, un peu une obligation pour être performant de partir à l'étranger, passer du temps principalement en Floride, aux États-Unis pour Mhm. avoir des conditions qui soient les meilleures sur toute une année pendant les périodes d'hiver. Et, euh, et qu'aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de temps pour m'entraîner quand j'étais plus jeune et j'ai atteint un peu, on va dire, mon rêve ou les objectifs que je m'étais fixés en réussissant à être champion de France par rapport à. Je me battais à l'époque contre Thibaut Dayan ou Sacha Desquin qui, quand même, sur le papier, sont bien meilleurs que moi. Voilà, chaque chose a son temps. Et puis, moi, derrière, une fois que j'avais accompli ça, j'ai toujours la possibilité de m'entraîner, de faire du ski parce que j'habite à côté du lac. Donc, c'est quand même une vraie chance. Mais. J'ai pris autant de plaisir après à commencer ma carrière professionnelle, entre guillemets, et de travailler en famille et dans les bateaux qui est aujourd'hui une vraie passion. Ouais. C'est intéressant ça, c'est vrai que vous travaillez tous en famille, donc explique-nous un peu comment est réparti le business ici à Pitrote. Alors, aujourd'hui, mes parents ont pris un peu de recul, donc ils regardent ce qu'on fait avec ma sœur, mais effectivement, les deux acteurs principaux aujourd'hui, c'est Géraldine et moi. On a à Sport Service, on a principalement quatre activités, mais qui tournent tous autour du ski nautique et de c'est vraiment le point central de Sport Service. Donc il y a l'activité donc, principale qui est l'école de ski où pendant la saison on donne des cours, des sessions de ski nautique. On a donc les villas sur place qui permettent d'accueillir, on fait la location de villas. Le Pro Shop qui permet de vendre le matériel, des combinaisons, des skis, les skieurs qui viennent tester du matériel pendant les saisons et la partie importation et revente de bateaux et de pièces détachées. Donc Géraldine s'occupe principalement elle de toute la partie école de ski où elle pilote et de la partie Pro Shop. Elle est pour la partie maison secondée par Ilana qui s'occupe aujourd'hui de toute la partie conciergerie et l'accueil des clients qui viennent pour se loger sur place. Et moi je m'occupe de toute la partie bateau et vente de bateaux et de pièces détachées pour la France. Ouais. Alors pour ceux qui sont jamais venus à Pitrote, donc je t'explique un peu comment ça se passe quand on arrive. Est-ce que tu peux nous refaire un peu la visite guidée mais audio On va du coup, essayer. quand on arrive, donc il y avait déjà les premières villas dès l'entrée. Déjà ça en jette. C'est ça. Ensuite, Ben, on rentre, il y a donc une ouais, une douzaine de maisons quand on rentre dans le domaine de Pitrote qui sont sur la droite, qui sont des maisons, les premiers lots de maisons en fait que mes parents ont fait quand ils sont arrivés il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, ces maisons au fur et à mesure ont été revendues à des propriétaires qui sont pas forcément des gens du ski. Certains en sont, certains n'ont rien à voir. C'est juste qu'ils sont venus par l'attrait de la station de la Cano. Et donc on continue un peu sur le chemin. On arrive au niveau des locaux de Sport Service où il y a les différents bureaux avec le Pro Shop justement où on fait la vente de matériel de ski et les combinaisons et avec un premier parking justement pour accueillir les gens qui viennent soit pour voir le Pro Shop soit pour venir réceptionner leur maison quand ils arrivent. C'est le premier point d'accueil et si on continue un petit peu on refait encore 50 mètres et on arrive à un second parking et là où on arrive au parking de l'école de ski où il y a donc on peut voir le premier lac avec une petite plage. Et il y a le clubhouse avec le côté restauration qui est ouvert des vacances de Pâques aux vacances de la Toussaint. donc là on a vu, on est en janvier quand on enregistre le podcast. Non, en février, pardon. Février. Quand on enregistre ce podcast, là il fait grand soleil, c'est calme et tout, mais le bateau il tourne ou pas en ce moment?
Alors, l'école de ski est fermée. Après, ça arrive qu'il tourne quand les conditions sont belles comme aujourd'hui. Ça aurait pu être une journée où on profite pour aller skier. Alors, c'est uniquement entre nous, et principalement moi, et puis où j'ai un ami à moi, Eudes Bétivier, qui est un bon skieur, qui, voilà, on se motive de temps en temps l'hiver à se faire des petites sessions, malgré le froid, quand les conditions le permettent. Qui est un bon photographe aussi, il me semble. Il fait des belles images de Des ski. belles images, des belles vidéos, oui, oui, des multi-activités. Ok. Donc effectivement, on arrive, on voit le premier lac, comme tu l'as dit, avec le clubhouse. C'est ça, Et vous avez aussi un deuxième lac. tout à fait. Qui est, donc les deux lacs sont reliés, ça fait une forme de H, hein, si on fait une vue d'hélicoptère. Et le deuxième lac qui est beaucoup moins utilisé que le premier, mais qui est dans les standards pour faire en taille de lac classique, qui permet de faire à la fois du slalom, des figures. Par contre, c'est vrai que le lac n'est pas adapté pour mettre un tremplin de ski nautique, donc, parce qu'il est un peu plus étroit. Et il a pareil son petit ponton avec des vestiaires pour pouvoir se changer et qui accueille du coup les clients et les stagiaires quand ils viennent skier pendant la saison. Rappelle-nous la superficie un peu du domaine, là, c'est assez impressionnant. Alors le domaine de Piltrotte en tout, ça représente 33 hectares. Et les deux lacs, en termes de superficie, ils font donc le premier lac qui est un peu plus grand, fait un tout petit peu moins d'un kilomètre de long sur à peu près une moyenne de 70 à 80 mètres de large. Et le deuxième, il est un peu moins grand, il fait un peu moins de 900 mètres et il doit faire ouais, à 50 mètres de large au plus large. Et des conditions assez incroyables, puisqu'il y a tous les arbres, les pins qui sont là pour protéger du vent, les berges assez propres et assez proches aussi pour un maximum de flatitude. C'est ça, l'idée en ski, c'est d'avoir le moins de ressac possible. Donc, on travaille les berges assez régulièrement, hein, parce qu'avec le temps, les vagues du bateau pendant les saisons, ben, ça a tendance à s'affaisser. Donc, il y a un véritable entretien tous les ans. Du coup, on fait appel à des professionnels et des machines qui viennent nous refaire les berges de façon à ce qu'elles soient le plus douces possible pour que les vagues du bateau viennent s'écraser et mourir sans revenir sur le slalom. Et puis c'est là où mon père a été vraiment visionnaire à l'époque, c'est que aujourd'hui là, tous les pins que tu peux voir autour des deux lacs, ils n'existaient pas. C'est-à-dire qu'il a fait creuser les lacs et il a ensuite planté tous les arbres autour du lac de façon à essayer de limiter au maximum l'impact du vent qu'il peut y avoir pendant la saison. Ah Voilà. oui, d'accord, parce qu'on se dit que quand on arrive, on voit toutes les forêts de pins, on se dit que ça a été creusé au milieu des pins, mais non, pas du tout. Pas du tout, il n'y avait pas de pin, il n'y avait rien, c'était une grande prairie, c'était une grande ferme où il n'y avait rien. Donc les forêts évidemment qui sont autour, elles existaient, mais tous les arbres qu'on voit autour du lac n'existaient pas. Hmm. Ah ouais, visionnaire, effectivement. Et pour même la petite anecdote, c'est que quand ils ont ouvert la première année au mois d'avril, donc ils ont ouvert pour la première fois, donc il n'y avait pas tous ces pins aussi, effectivement, et il s'avère qu'il y avait beaucoup de vent à cette période-là, c'est un peu les circonstances, et mon père revenait effondré tous les soirs pendant 15 jours parce que il y avait un vent de dingue pendant les 15 premiers jours de l'ouverture qui était en plein axe, donc il y avait 20-30 cm de clapot tous les jours, donc les premiers clients qui étaient là, qui pouvaient skier, mais quand c'était vraiment pas des conditions exceptionnelles, ils rentraient voir ma mère effondrée en disant Sylvie, j'ai creusé les lacs dans le mauvais sens, parce qu'effectivement il n'y avait rien, donc ils avaient plusieurs possibilités, et il était persuadé qu'il avait creusé dans le mauvais sens, et que du coup il était dans l'axe principal des vents dominants, et c'était compliqué pendant plusieurs semaines en pensant qu'il avait tout fait un peu de travers. Puis au final, la saison s'est passée. Et ils sont aperçus que c'était pas du tout dans le mauvais sens. Et ils ont eu des conditions exceptionnelles dès la première saison. Et puis l'histoire est partie comme ça. Yes. Et donc on le disait, c'est un peu, il n'y a pas beaucoup de spots comme ça en France. Comment on fait il y a 40 ans pour se dire je vais créer ça? D'où est venue l'idée? Est-ce que
on a été s'inspirer un peu aux États-Unis ou enfin, d'où vient le... C'est un peu ça, hein, c'est-à-dire qu'ils ont, mes parents, donc ils étaient parisiens, ils ont fait toute leur carrière et ils sont entraînés toute leur vie à Paris. Mon grand-père, donc le père de mon père, lui était président d'un club à Paris, sur la Seine, donc ils sont toujours entraînés là-bas et à la fin de leur carrière de skieur, le rêve de mon père a toujours été de créer une école de ski et vivre de sa passion. Donc la première question qu'il voulait récupérer, la première chose qu'il cherchait à faire, c'était récupérer des meilleures conditions climatiques. Donc c'est pour ça qu'il est descendu dans le sud. Après, il a hésité entre le sud-est et le sud-ouest. Il a préféré le sud-ouest, justement par rapport aux problématiques de vent, qui étaient plutôt plus favorables ici. Et à l'époque, ce qui a fait il a voulu faire ça, c'est que ça commençait à émerger un petit peu aux États-Unis, d'avoir les premiers plans d'eau artificiels de ski nautique. Et quand il a vu ça aux États-Unis, il a dit, je veux faire la même chose en France. Mais c'est vrai que le pari était un peu fou parce que ça n'existait pas et le peu de personnes à qui il en parlait, même du milieu, lui disaient que c'était un pari un peu fou. Ouais. Ouais, quelle réussite en tout cas. C'est clair que maintenant, il s'en passe des choses tous les ans, notamment donc tu parlais de l'école de ski. Comment on gère une école de ski comme ça, donc dans un coin qui est assez touristique, et en même temps, si on comprend bien, il y a une volonté aussi d'aider les plus grands champions, parce qu'il y a pas mal de champions qui passent par là. Donc comment on fait pour gérer une école de ski qui se tourne à la fois vers on va dire, le tout public, et aussi qui réussit à sortir des champions régulièrement? Déjà, je pense la volonté, et puis c'est ce qu'on essaye toujours de faire, c'est de proposer déjà des installations et des conditions qui soient les meilleures. Parce que ça permet justement que ça soit aux débutants, et surtout aux professionnels ou aux compétiteurs pros de pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions. Donc ça, le point clé, c'est ça. Ça passe donc, comme on le disait tout à l'heure, par un entretien du site, des berges, gérer les arbres aussi, qu'il n'y ait pas trop de branches qui traînent dans le lac ou trop proche. Donc il y a quand même un vrai travail d'entretien du domaine et du lac. Ça, c'est la première chose qui permet de proposer des bonnes conditions de pratique. D'avoir aussi des bateaux, c'est de plus en plus dur, mais d'avoir des bateaux qui répondent aujourd'hui aux conditions d'entraînement de ce qu'on va retrouver du coup quand les skieurs vont se retrouver en compétition, donc des bateaux dernière génération. Et à partir de là, déjà, on permet de répondre en termes de qualité aux demandes, que ce soit des compétiteurs ou des débutants, parce que même un débutant, si tu entraînes dans de bonnes conditions, ça sera que plus facile pour progresser et puis aimer le sport. Et pour l'avantage qu'on a beaucoup ici, c'est qu'au-delà des conditions exceptionnelles qu'il peut y avoir à Pitrote, c'est la localisation de la Cano. Pareil, qui était un pari, parce qu'aujourd'hui, la Cano, c'est vrai que c'est très attrayant, parce que ça fait penser le surf, la plage, on peut faire la fête, il y a les bars, mais il y a 30 ans, la Cano, c'est pas ce que c'est pas ce que c'est aujourd'hui, hein. C'était vraiment un petit village où il y avait beaucoup de chasseurs, de pêcheurs, et c'était pas du tout la station balnéaire que c'est aujourd'hui, et qui permet d'attirer du coup à la fois des compétiteurs par les conditions d'entraînement, mais beaucoup de familles qui viennent donc découvrir le sport ou faire leur petite semaine de ski nautique, mais qui leur permettent de profiter de la station le reste du temps Ouais. et pas être bloqués autour d'un lac et sans d'autres activités autour. Mhm. Et donc ça, effectivement, là, je t'ai fait déborder un peu sur la partie de Géraldine, du coup. Et si on se reconcentre un peu sur toi, donc ton Oui. cœur de métier, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Eh bien, moi au quotidien, je m'occupe, donc je suis importateur de bateaux, donc de bateaux de ski nautique et de wakeboard, principalement depuis 30 ans de la marque Malibu, qui aujourd'hui se décline avec une nouvelle marque qui s'appelle Axis depuis une dizaine d'années, qui est une marque d'entrée de gamme de wakeboard uniquement, ils font pas de bateaux de ski nautique. Et depuis l'été dernier, le printemps dernier, on a récupéré aussi la marque Nautique. Donc on est importateur des marques Malibu, Axis et Nautique pour la France. Et mon rôle là-dedans, c'est de gérer un réseau de revendeurs, donc toute la partie vente de bateaux. Donc aujourd'hui, on est représenté
par des entités, des confrères qui sont sur Paris, sur Annecy, sur Marseille, sur Serpenson, qui proposent du coup les mêmes bateaux que les marques de bateaux Malibu, Axis et Nautique. Et donc c'est un travail commercial, de mise en avant des produits. On fait certains salons. Donc ça c'est toute la partie, je vais dire un peu pendant l'hiver, qui permet de vendre des bateaux neufs. Et il y a une deuxième casquette qui arrive à partir du printemps et pendant la saison, qui est toute l'activité un peu de service, de dépannage et de suivi des clients. Donc de pouvoir justement avoir c'est de la vente de pièces détachées, pouvoir diagnostiquer les pannes et puis trouver des solutions quand soit le particulier ou des professionnels sont en panne, ils ne peuvent pas naviguer. Notre but, c'est d'essayer qu'ils puissent retourner le plus rapidement sur l'eau pour pouvoir profiter et pour les professionnels de pouvoir manger d'ailleurs, parce que ça leur permet de... C'est leur gagne-pain, c'est leur travail, et puis pour le particulier qui puisse profiter des 15 jours, 3 semaines de vacances qu'il peut avoir pendant l'année. Ok. Aujourd'hui, c'est plus des professionnels ou des particuliers à qui tu vends des bateaux? C'est assez mixte, je dirais que c'est à peu près 50-50. Par contre, c'est très diversifié, c'est beaucoup plus à des pros quand on parle du bateau de ski nautique. Aujourd'hui, que ce soit un Nautique 200 ou un Response TXI, c'est 80-90% des écoles de ski, alors que c'est pas forcément que du pro, hein. Ça peut être des associations, des clubs associatifs ou des vraies écoles de ski qui font ça pour gagner leur vie. Là, on est vraiment pour ces bateaux de ski, on s'adresse vraiment donc à des structures associatives ou des écoles de ski. Pour le bateau de wake, là, c'est beaucoup plus, c'est un peu plus ouvert dans le sens où on travaille à la fois avec certains clubs ou certains professionnels, mais beaucoup et de plus en plus à des familles qui retrouvent dans ces bateaux-là en fait à la fois un bateau de plaisance pour pouvoir faire des balades, pour pouvoir prendre l'apéro au coucher du soleil, et avec l'avantage et de pouvoir justement faire des pratiques sportives de qualité en faisant du wakeboard et maintenant de plus en plus en faisant du wake surf derrière ces bateaux-là. Mhm. Tu sens qu'il y a une grosse tendance wake surf, c'est vrai qu'on l'a vu arriver il y a quelques années. Là, Ah, tu le mentionnais. c'est aujourd'hui le vrai facteur de nouveauté et ce que recherchent les gens aujourd'hui, oui, c'est la plus belle vague, la plus grosse vague pour pouvoir faire du surf, qui est aussi très ludique parce qu'on se fait quand même moins mal qu'en wakeboard. Le wakeboard, c'est très, quand on voit les professionnels et les pros en faire, les compétiteurs, c'est magnifique, mais il y a quand même un vrai engagement et les chutes peuvent vite faire mal. Alors qu'en wake surf, c'est quand même un peu plus cool et les chutes sont les chutes se font plus en douceur quand même. Ouais, c'est Donc vrai ça. ça permet d'ouvrir et du coup toute la famille en général en fait. C'est-à-dire que ça va du petit ado de 12 ans qui commence à vouloir faire ses premières activités nautiques jusqu'aux parents, même des fois des grands-parents qui peuvent être encore un peu en forme. On peut faire du wake surf sans prendre trop de risques. C'est intéressant ça, le sujet du wake surf. Est-ce que là, j'ai l'impression que ça se développe un petit peu bouche à oreille, comme ça, réseaux sociaux, on commence à connaître un peu cette discipline sans faire trop de promotion. Est-ce que tu crois qu'il y a un vrai enjeu de développement de cette discipline, d'essayer de la pousser via peut-être la fédération ou via d'autres, via les professionnels aussi, pour essayer de driver un peu le marché du bateau? Ou pour l'instant, voilà, ça continue, ça se développe comme ça tranquillement. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire là-dessus sur le wake surf pour l'aider, tu crois, à se développer? C'est sûr qu'il y a toujours des choses à faire, donc alors je suis pas suffisamment spécialiste pour savoir, mais je pense que si ça se trouve dans d'autres fédérations européennes, peut-être que déjà la discipline est vraiment rattachée, reliée, qu'il y a des compétitions liées aux fédérations de wake surf et qui peuvent faire partie des fédérations de wakeboard, wake surf et de ski nautique. Euh, il commence à avoir des premières émergences de compétition, donc qui commencent à prendre, qui ramènent du monde. Il y a de plus en plus de compétiteurs qui se mettent à faire du wake surf à 100%. Donc c'est vrai qu'en France, c'est pas encore quelque chose qui est très développé, mais ça se fait dans d'autres pays en Europe déjà. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Et que en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la discipline aujourd'hui, à mon sens, qui attire le plus de personnes et qui donne envie De s'acheter un bateau, de quoi. s'acheter un bateau et de vouloir se mettre à faire du wake surf, oui, c'est sûr. Alors concrètement, moi je suis un passionné de wake surf ou de ski nautique ou de wakeboard. Demain j'ai envie de m'acheter un bateau. Comment ça marche? Je t'appelle et puis Ben oui, alors déjà la première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est
le lieu de navigation. Parce qu'acheter vendre un bateau, de mon côté, c'est pas, c'est assez facile. Ce qui est compliqué, c'est derrière, c'est le suivi du client pour qu'il soit content. Aujourd'hui, un bateau, comme on dit, on pleure deux fois quand on l'achète parce qu'on est content, et puis c'est pas on pleure, c'est on est content, deux fois content, c'est on est content quand on l'achète, et puis on est content quand on le revend. Parce que souvent, c'est pendant l'utilisation, bah, c'est vrai que ça peut tomber en panne, il y a des difficultés. Et mon rôle, moi c'est comme ça que je vois mon métier en tout cas, c'est de pouvoir justement essayer de gommer, effacer au maximum les contraintes de l'utilisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets vraiment un point d'honneur à justement avoir notre réseau de revendeurs qui permettent d'être au plus proche des gens qui nous appellent. Donc, effectivement, tu peux m'appeler pour si tu cherches un bateau, mais la première chose que je ferai en fonction de là où tu peux naviguer, c'est de t'orienter vers la personne la plus proche de chez toi qui va du coup pouvoir s'occuper de toi, de ton bateau, de façon à ce que tu puisses en profiter au maximum. Ok. Et en fonction du lieu de navigation, si aujourd'hui, ben, effectivement, tu es dans un rayon plutôt du sud-ouest vers chez nous, ben, je m'occuperai de ta demande du coup, en direct. Et après, c'est de savoir ben, déjà justement quel est le planning de navigation que tu veux, de savoir est-ce que c'est une activité professionnelle, est-ce que c'est une activité personnelle, de loisirs, en famille, avec des amis, et puis quelle pratique tu souhaites faire. Est-ce que c'est plutôt du ski nautique, du wakeboard, du wakesurf, un peu hybride. Et en fonction de ces choix-là, ben, on s'oriente vers tel ou tel type de bateau. Toi, aujourd'hui, tu as une gamme de produits qui s'adresse un peu justement à tout ce genre de besoins? Ben, on essaie, oui, c'est pour ça qu'on a voulu récupérer une nouvelle marque aussi. Donc on a récupéré Nautique de façon à avoir une gamme un peu plus élargie, avec un bateau, surtout ce qui nous intéressait, c'était que nous, amoureux du ski nautique avant tout, aujourd'hui les bateaux de ski nautique valent très cher, et j'espère que ça va durer, même si ça reste très élevé. Aujourd'hui pour moi le Nautique 200 qui est le bateau de chez Nautique, qui est aujourd'hui le bateau en rapport qualité-prix qui est le mieux placé et qui reste entre guillemets encore abordable pour un professionnel, et surtout c'est qui permet pour un club de ski ou une association de pouvoir maintenir une activité, et de pouvoir s'en sortir. Ce que je veux dire par là, c'est que autant les prix, effectivement, ils ont augmenté, c'est une réalité, c'est difficile, il y a beaucoup de clubs qui souffrent de ça. Après, ce qu'il faut voir au-delà du prix, je dirais, donc pour rentrer sur le marché, ce qu'il faut voir, c'est combien coûte une saison. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'évolution des prix, que ce soit chez Mastercraft, chez Malibu, les bateaux de ski sont devenus très chers. À la revente, il y a une vraie décote, et c'est ça qui est difficile pour un club où justement c'est son activité pour vivre et gagner sa vie. Le fait d'avoir une grosse décote, ben, ça devient compliqué pour pouvoir justement maintenir les activités et vivre de sa passion. Aujourd'hui, l'avantage du Nautique 200, c'est vrai que on a un produit qui décote peu, qui a un prix d'appel qui est aujourd'hui le plus faible, quoique le plus bas, et qui est surtout un bateau qui est connu, reconnu, qui a fait ses preuves, et qui permet du coup à des professionnels d'avoir un produit de très bonne qualité, et du coup, s'il change son matériel tous les 2-3 ans, qu'il n'a pas à remettre des sommes astronomiques à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est ça le nerf de la guerre. Ok, hyper intéressant de rentrer dans ces sujets en profondeur. Est-ce que dans les conditions actuelles du marché, comme tu disais, avec les prix qui grimpent, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui émergent? On attend tous le bateau électrique, on attend tous le bateau qui se réparera tout seul. Bah oui, il y a deux tendances. Déjà, on est tous à avoir déjà la partie bateau électrique, qui est aussi le côté écolo de notre sport. C'est vrai qu'il est un peu difficile. Là, au moins, on répond à un vrai besoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs ou d'associations qui vivent, c'est vrai, via aussi des subventions. Donc, quand on parle de ski nautique aujourd'hui, c'est pas très attrayant pour les régions, pour les départements qui peuvent donner potentiellement des subventions. Là, on répond à un vrai besoin si on peut avoir un bateau électrique. C'est en cours, il y a déjà des bateaux qui sont électriques qui existent. Après, c'est pas encore généralisé sur le bateau de ski. C'est un bateau de wake qui existe chez Nautique, qui est le GS22, qui est en version électrique.
Le prix d'appel, par contre, est aujourd'hui très élevé parce qu'on parle de quelques unités qui sont construites dans l'usine, donc toute la recherche, développement et du coup est simplement doit être absorbée par peu d'unités. Donc après c'est le début, hein, ça va se faire. Et puis ça va aussi permettre, je pense, de réouvrir potentiellement des spots qui sont fermés parce qu'aujourd'hui les navigations à bateau à moteur sont fermées. Donc si on met des bateaux électriques, ça peut potentiellement réouvrir la porte pour refaire à la fois du ski nautique ou du wakeboard ou d'autres activités sur des lacs aujourd'hui où on peut plus faire. Donc ça c'est la première tendance qui, je pense que d'ici quelques années, si on a réussi, ça suit souvent le marché du bateau et du nautisme suit le marché de l'automobile, donc avec quelques années de décalage. Donc faut y croire, on est les premiers à pousser, d'espérer que les constructeurs puissent d'ici quelques années proposer un bateau électrique et qui tient la route en termes d'autonomie, hein, parce que après le nerf de la guerre c'est aussi ça, c'est on a un bateau électrique mais qu'il faut 10 heures pour le recharger pour faire simplement 1 heure de ski, c'est pas non plus la solution. Mais aujourd'hui, à part là, j'étais au salon à Düsseldorf il y a 15 jours, on est sur un bateau de wakeboard, donc le GS22 qui était exposé, qui est électrique. Si on est équipé des bonnes prises de recharge en triphasé, on est sur une recharge à 100% en 1 heure. Ah ouais. Pour 3-4 heures d'autonomie en fonction du type d'utilisation du bateau qu'on a. Donc ça voudrait dire qu'à partir du moment où on a 2 bateaux comme celui-ci, une école de ski peut tourner à plein régime en faisant des rotations avec 2 bateaux. Donc ça commence à... Ça arrive, quoi. Voilà, ça peut arriver. Et après, la deuxième tendance qui se dégage aujourd'hui de plus en plus, c'est la remotorisation. Parce que c'est vrai qu'en soi, qu'est-ce qu'un bateau? Qu'est-ce que c'est? C'est une coque et un moteur. Et le fait de tourner, ce qui s'abîme le plus, c'est la mécanique. Et les coques, il y a peu d'évolution, il y en a un petit peu, mais il y a quand même peu d'évolution entre un bateau 2023 qu'on va recevoir cet été et il y a 10 ans ou même il y a 5 ans. La coque, elle a très très peu évolué. Ce qui fait le nerf de la guerre, c'est ce qui fait que notre bateau il peut tomber en panne ou pas tomber en panne, ou ce qui va faire qu'il va être performant, c'est la mécanique qui est dedans. Donc on s'oriente de plus en plus du coup vers des remotorisations complètes, hein. Donc c'est-à-dire qu'on on enlève 100% du moteur qui est dedans, on remet tout à neuf, et qui permet aussi du coup d'absorber une partie des coûts du marché et des coûts d'évolution des prix des bateaux qui évoluent, et qui permet du coup à des clubs de s'en sortir et non plus de changer un bateau, mais de changer uniquement du coup un moteur. Il y a aussi je sais qu'il y a pas mal de clubs qui sont sur l'essence et qui passent au bioéthanol. Est-ce que ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant, qui se fait de plus en plus ou... Moi je suis un convaincu. Mm. J'ai passé ma formation cet été pour devenir installateur agréé Biomotors, qui sont aujourd'hui, il y a 2 marques en France qui sont agréées par l'État. Pour faire de la transformation, donc c'est sur la voiture, hein, pour faire les transformations de moteurs essence, donc du coup uniquement vers l'éthanol, et qui permet de changer la carte grise. Donc ces boîtiers-là aujourd'hui se font aussi pour des versions marines, donc pour les bateaux, ce que j'ai fait du coup cet été, ce qui permet à la fois d'avoir un côté un peu plus écolo parce que on est sur un carburant qui est moins polluant, et puis aussi qui est beaucoup moins onéreux. Donc c'est un peu... il y en a qui le critiquent pour diverses raisons. Moi je suis persuadé, nous aujourd'hui depuis 2018 chez nous on tourne uniquement à l'éthanol sur tous nos bateaux, et aujourd'hui on fait quand même entre 2000 et 2500 heures sur une saison complète. On n'a jamais eu un souci mécanique lié à l'éthanol, alors qu'on peut avoir des petits soucis sur la partie alimentation essence. Moi c'est un peu technique, mais quand on va abîmer des pompes à essence ou des injecteurs, ça c'est possible, c'est lié à l'éthanol parce que c'est un peu plus sec. Mais au niveau mécanique, à partir du moment où on a un bon boîtier, c'est ça le vrai curseur, et qui peut faire qu'on va avoir des problèmes, c'est si on achète un boîtier cheap un peu sur internet, là on peut potentiellement avoir des problèmes parce que les réglages vont pas être optimum, ça, on n'est pas sur un produit de qualité. À partir du moment où on met le bon produit qui est bien réglé pour le bateau,
Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que mécaniquement il y ait des soucis liés à l'éthanol et c'est vrai que ça répond à un besoin aujourd'hui pour beaucoup de professionnels pour limiter les coûts des énergies qui augmentent et le coût de l'essence. Tu saurais dire à peu près en pourcentage combien ça représente d'économie de passer à l'éthanol? Ah ben, tout dépend après du nombre d'heures parce que le coût d'installation, lui, il est fixe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un boîtier éthanol monté sur un bateau, ça vaut à peu près 1 500 euros. Ça, c'est le coût pour l'installer. À partir de là, on est 100% flex fuel, c'est-à-dire qu'on peut mettre à la fois de l'essence ou à la fois de l'éthanol ou 50-50 en fonction. Et aujourd'hui, alors ça évolue beaucoup, les prix de l'éthanol sont en train d'augmenter, mais par exemple pour donner un ordre d'idée, la saison dernière, donc le cours de l'année dernière, il y avait quasiment 1 euro d'écart au litre. Donc en fonction du nombre d'heures que tu fais, ça fait des économies assez importantes Ah à ouais, la fin de la saison. Ouais. effectivement. Et donc toi, ce que tu proposes du coup avec ta nouvelle certif, c'est de faire venir les moteurs ici et de les faire passer au bioéthanol, c'est ça? Tu es capable de le faire maintenant et tu proposes ça dans tes offres? Tout à fait. Depuis que donc on a été agréé officiel depuis à peu près le mois d'août dernier. Aujourd'hui, alors il faut que le bateau, il faut qu'on puisse me l'amener soit donc à la Cano ou pas très loin, ou sur un port si je peux me déplacer. Généralement, j'essaie de me déplacer à 1 heure ou deux, mais pas beaucoup plus, ça c'est vrai. Et à partir de là, si la seule contrainte, il faut que le bateau soit ce qu'on appelle en injection, c'est-à-dire pas les anciennes générations avec des carburateurs. Et à partir du moment où on est sur un bateau avec un moteur en injection, on peut tout à fait installer et on installe des boîtiers éthanol qui permettent de faire cette conversion à l'éthanol. Et aujourd'hui, de plus en plus, on le met de base sur les moteurs neufs qui arrivent. L'avantage, c'est que ça lui permet, même si le client ne souhaite pas forcément le tourner à l'éthanol parce que lui, il a des croyances ou des choses qu'il préfère mettre de l'essence. Ce boîtier-là, il y a un capteur d'éthanol qui permet qui connaît du coup en temps réel le taux d'éthanol qui est dans l'essence. Donc si on est à l'essence, mais en fait le boîtier il est inactif, c'est comme s'il n'était pas là. Et puis si on met de l'éthanol, il s'adapte en pourcentage au fur et à mesure en fonction du taux d'éthanol qu'il y a dans le réservoir. Ok. Et donc ça c'est aussi, même pour quelqu'un qui ne veut pas être à l'éthanol, c'est une plus-value derrière à la revente s'il veut Ah oui, le revendre le bateau. ok, bien vu. Ok, donc ça c'est vraiment la partie bateau. Peut-être nous réexpliquer, enfin toi ta vision sur les trois marques. Donc tu disais Malibu, Axis, Nautique, t'en as parlé un petit peu. À qui s'adresse quoi exactement? Si tu dois en faire un peu la promo des trois marques. Eh bien, alors celle qui se démarque le plus, aujourd'hui c'est Axis, qui est donc pour le coup la marque uniquement de bateaux de wakeboard, qui aujourd'hui qui comprend à peu près 5 ou 6 modèles, qui varient en fonction de la taille et puis du design du bateau. C'est l'entrée de gamme, mais l'entrée de gamme, on est quand même sur des tarifs aujourd'hui pour une entrée de gamme qui est élevée, hein. On est entre 100 à 150 000 euros selon les modèles. Et ça s'adresse principalement à des professionnels qui veulent justement avoir un bateau un peu plus avec un prix d'appel un peu plus bas, de façon à avoir un bateau performant. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'un Axis, c'est 100 en termes de performance, c'est équivaut à un Malibu. C'est-à-dire que vous avez les mêmes motorisations, les mêmes équipements qui sont proposés pour faire du wake et du wake, tous les équipements de ballast, toutes les innovations pour faire du wake surf qui sont donc des flaps latéraux, ce sont les mêmes qu'il y a sur Malibu que sur Axis. Donc en termes de performance, on est vraiment sur la même chose. Les seules différences, c'est justement le niveau de finition. On est sur des tableaux de bord plus classiques avec des compteurs à aiguilles, alors qu'aujourd'hui, sur toutes les hauts de gamme de bateaux, on est sur des écrans tactiles, digital, voilà. Donc c'est vrai que c'est un produit pour un professionnel qui est top parce que c'est en termes de tarifs, on est un peu plus abordable. Et l'avantage en plus d'avoir moins d'électronique, ben, c'est quand même sujet à potentiellement moins de panne. Donc c'est vraiment adressé à des professionnels. Et après Malibu et Nautique, c'est vrai que c'est des deux marques qui sont un peu plus proches en termes de produits. La grosse démarcation
sur les parties ski nautiques, c'est aujourd'hui, comme je disais, le Nautique, oui, le Nautique 200 qui est un vrai produit d'appel pour les professionnels du ski nautique. Et aujourd'hui, sinon, les deux marques, en termes de performance wake-surf, les Malibu pour moi sont un peu plus polyvalents dans le sens où ils vont proposer une vague plus facilement, plus modulable. Et après, si on veut vraiment ce qui se fait de mieux et un vrai bateau de compétition, la machine de guerre de la vague, oui, là on part sur du nautique, mais c'est pas forcément pour quelqu'un qui veut s'initier au wakeboard ou wakesurf, passer directement derrière un gros nautique, c'est pas la solution idéale pour commencer. C'est sûr. Voilà. Ok. Tu disais que tu as un pro shop aussi, donc tu gères pour faire un peu tester le matos et puis voilà pour répondre aux besoins de tous les skieurs qui passent ici. Si on fait un peu l'état des lieux du marché sur les équipements pour le ski nautique ou pour le wakeboard, on en est où un peu en ce moment? Alors, le Pro Shop qui est ici, il est vraiment 100% dédié ski nautique. On fait un petit peu de vente de matériel de wakeboard, mais qui est vraiment l'entrée de gamme pour les débutants. On ne fait pas du tout ou très peu de planches où c'est sur demande pour des niveaux un peu plus confirmés. Donc, je vais pouvoir être un peu plus parlant, quoi, mais mon analyse est vraiment liée au marché du ski nautique. Aujourd'hui, le volume de vente, non, il est assez stable. On n'est pas sur une augmentation du nombre de ventes. Au contraire, on est plutôt sur des ventes qui diminuent aussi, parce qu'il y a quand même plutôt un peu moins de pratiquants aujourd'hui. Pareil, le coût du tour de ski ou même le matériel, c'est quand même de plus en plus élevé, donc ça, c'est quand même plus difficile. La vraie tendance aujourd'hui, par contre, c'est d'essayer c'est l'occasion qui se développe, tout ce qui est un peu des skis déclassés, Mhm. c'est-à-dire des skis neufs qui sont des années précédentes. Donc ça, voilà, ça c'est aujourd'hui les grosses tendances. Les gens ils cherchent plutôt ça que le dernier ski de l'année, qui en soi entre un 2023 ou un 2022. Il ne va pas y avoir une énorme différence de comportement où on va pas avoir le ski miracle, il n'existe pas. Mhm. Donc Pas voilà, encore. pas encore. Mais donc c'est vrai qu'il y a toujours un marché pour ça. Les compétiteurs, oui, ils ont les derniers skis, mais pour, je dirais, 90% du marché, aujourd'hui, on cherche à avoir soit plutôt une bonne occasion ou un ski déclassé de façon à avoir le meilleur rapport qualité-prix possible. Ok. Et tu parlais de tests de produits aussi tout à l'heure. On peut venir ici se faire donc une petite semaine dans la villa et puis tester un peu de matériel du Pro Shop. Bah, c'est le vrai plus que je pense qu'il y a ici, parce on peut faire aussi, on envoie les skis, on peut envoyer des skis et les essayer, que les gens puissent les essayer chez eux. Par contre, le vrai plus qu'il y a, c'est que si vous venez à Pitrote pour faire un essai de ski ou de matériel, on va avoir en plus la possibilité, on va vous voir sur le ski et puis faire les adaptations à la fois de réglages, des choses, les réglages de dérive en fonction de comment le ski réagit par rapport aux différentes façons de skier et du coup d'avoir optimisé entre guillemets le comportement du ski à notre façon de skier, donc optimiser l'achat entre guillemets parce qu'on va avoir vraiment le ski qui correspondra le mieux qui correspondra le mieux. Et en plus de ça, si des fois le ski va pas, on va être capable de vous dire que le ski, c'est pas ce ski-là ou cette marque-là qui vous correspond et d'orienter du coup vers un autre type de ski qui peut mieux aller à la façon de skier de chacun. Ok, parfait. On a vu tout à l'heure Ilana aussi en arrivant. Combien on est à peu près Ah bah, d'employés ici sur il toute faut la... distinguer la partie hiver de l'été parce que l'hiver on est beaucoup moins que l'été parce que l'été c'est là où on a du coup les différents moniteurs qui viennent. En pleine saison on est à peu près faut compter 5 à 6 moniteurs qui viennent suppléer aujourd'hui ma sœur qui pilote aussi. Et donc ça c'est pour la partie école de ski. Sinon à l'année il y a donc Géraldine et moi qui travaillons.
On a notre secrétaire Cathy qui est là depuis plus de 30 ans, qui est là depuis les débuts, donc Mhm. même qui travaille ici même avant nous. Ah ouais. Et depuis un an, il y a Ilana et Séverine, mais qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'occupent de la partie conciergerie, donc qui fait les entrées, les sorties, et qui propose des maisons, les ménages, et qui gère une équipe de femmes de ménage pendant la saison, et qui propose aussi ce qu'on essaie de développer de plus en plus, c'est des services annexes à la location, des petits déjeuners, des partenariats justement de plus en plus. On essaie de faire ça avec la ville de Lacanau et puis les commerçants de Lacanau pour proposer d'autres activités, du surf, des locations de vélo, de l'acrobranche, voilà toutes les activités qui sont attractives à Lacanau. Ok. On va peut-être parler aussi des grands événements qui ont pu avoir lieu ici. Avant de parler de la belle compétition qu'il y a eu l'année dernière notamment, est-ce que tu peux nous retracer un peu l'histoire des événements, des compétitions qui se sont passées ici? Alors, il y a eu pendant 10 ans, alors je ne saurais pas te donner les dates exactes, quoique je crois que c'était de 98 à 2008. Il y a eu pendant 10 ans, 10 ans d'étapes de Coupe du Monde qui ont été faites à Lacanau, à Pitrote, par mes parents qui organisaient ça. Donc ça a été sponsorisé au début par Mastercraft et à la fin c'était devenu je crois les 6 ou 7 dernières étapes, c'était la Malibu Open qui a eu lieu, qui a été une compétition 3 disciplines pendant 10 ans. Ça s'est donc arrêté en 2008 au moment où il y a eu des crises aux États-Unis financières et donc ça a été un peu plus compliqué pour les constructeurs de bateaux de financer des événements comme ça. Et on a repris le flambeau avec Géraldine en 2018 où on a refait de nouveau la première étape de Coupe du Monde à Pitrote qui était donc une Malibu Open. On a commencé en faisant une étape uniquement de slalom. Et l'année dernière, pour la première fois, on a refait une compétition 3 disciplines avec l'aide aussi de Red Bull qui a permis d'avoir des fonds supplémentaires et de financer justement cette étape 3 disciplines, donc slalom, figure saut, pour faire une étape de combiné. Et donc du coup, ça fait depuis 2018, on a eu un arrêt en 2020 à cause du Covid, mais on essaie de repartir sur cette dynamique et de refaire une compétition internationale tous les ans, à la fois pour aider le sport, pour développer la visibilité et puis pour pouvoir permettre aux compétiteurs de s'exprimer et puis de pouvoir au mieux vivre de leur passion. Et puis aussi, pour nous, ça nous permet d'avoir de la visibilité sur notre lac et de faire parler de nous à la fois au niveau local qu'au niveau international. Mhm. Donc là, c'est l'ambition qui est affichée, c'est d'organiser un événement international 3D tous les ans. Pour le moment, on a les possibilités de le faire parce qu'on a trouvé ce partenariat-là. Donc, tant qu'il est toujours présent et qu'on arrive à le maintenir, oui, ça serait l'idée, c'est de continuer à faire la partie 3D avec Red Bull, qui est combinée le même week-end avec une compétition, pour le coup, là, que de slalom. Mais les deux sont imbriqués le même week-end et ce qui permet d'avoir une synergie au niveau déjà des sponsors et aussi des athlètes qui qui se déplacent en un week-end pour faire deux événements. Génial. Sur un calendrier qui est déjà très chargé en termes de compétition pro, on voit que l'été, ça enchaîne en Italie, en France, il y en a un peu partout en Europe, en Espagne et tout, c'est intéressant. Comment justement on arrive à s'organiser dans un calendrier qui est aussi chaud pour avoir les top athlètes qui viennent chez nous? Mais l'idée, c'est d'essayer justement de pouvoir dialoguer avec les différents organisateurs qu'il y a en Europe, de façon à avoir une synergie et puis une certaine logique dans les différentes étapes, de façon à ce que les compétiteurs, et principalement les Américains qui viennent de loin, puissent, en venant sur 3 semaines, un mois, entre guillemets, faire un maximum de compétitions et en essayant de limiter au maximum les déplacements en Europe. Donc pour ça, on discute avec les organisateurs, aujourd'hui il y a le Water Ski Pro Tour qui permet
de regrouper un peu l'ensemble des échanges et de proposer un calendrier qui puisse correspondre aussi aux skieurs. Et voilà, c'est en pouvant échanger avec ces différents partenaires qu'on arrive à avoir, il n'est pas parfait hein, ce calendrier, mais qui permet de répondre du moins pour le moment au maximum à la fois aux organisateurs et puis aux skieurs, de façon à ce qu'ils puissent profiter et faire un maximum d'événements pendant la saison. Ouais. Peut-être un petit focus sur l'édition de l'année dernière où il y a une belle perf française notamment qu'on peut rappeler. Ouais, oui, il y a Louis Duplan Fribourg qui a gagné cette étape. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est même sa première compétition pro qui gagne. Donc on est encore plus heureux et fiers que ça soit fait chez nous. Mhm. Et qui a fait une compétition extraordinaire de bout en bout. Et c'est vrai qu'on est très fiers qu'il ait pu faire ça chez nous. Ouais. Ouais. Comment vous l'avez vécu là? Il devait y avoir un peu d'ambiance quand même. Bah oui, oui, et puis il y avait toute sa famille en plus qui était là, ses deux frères, ses parents, donc c'est vrai que c'était un très beau moment, et puis il avait passé quelques temps, les semaines précédant la compétition, il était venu s'entraîner quand même pas mal de fois ici, avec son entraîneur, donc bon, il avait toutes les cartes en main, il connaissait chaque centimètre du lac vu le nombre de tours qu'il avait fait, et puis c'est une belle récompense, puis il le mérite, hein, c'est un gros professionnel, il travaille beaucoup, il s'entraîne énormément, il est très sérieux dans sa préparation, donc c'est qu'un juste retour des choses pour lui. Ouais, félicitations encore à Louis. Et donc, bon, il y avait Louis, mais il y avait un parterre de stars assez impressionnant aussi. C'est quasiment à chaque année, vous avez réussi à ramener les Américains. On essaye, on essaye. Là, c'est vrai que au niveau de la compétition 3D, Red Bull a fait beaucoup. Rien que ça attire le nom Red Bull fait rêver. Donc c'est vrai que ça fait venir une partie des skieurs 3 disciplines. Puis bon, c'est qu'en les compétitions 3D, il n'y en a pas beaucoup encore aujourd'hui, même au niveau international, même aux États-Unis. Il commence à en avoir un petit peu, mais pas énormément. Donc ceux-là, ils sont entre guillemets un peu plus faciles à faire venir parce que le moindre événement, ils sont à la recherche de la moindre compétition. Et par contre, oui, là où on est assez fier, c'est que de pouvoir essayer de faire venir les meilleurs slalomers, parce que pour le coup, eux ont beaucoup plus d'événements et de compétitions durant une saison de ski. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on arrive à les avoir, bah, c'est effectivement on essaie d'avoir le maximum de sponsors pour avoir un cash price le plus élevé et qu'on redonne en intégralité aux skieurs de façon à ce Mhm. que ça soit eux les stars du week-end et que ça les donne envie de venir. Puis le fait que les conditions soient belles à la fois au niveau du lac, du bateau, font qu'ils savent qu'ils peuvent, au-delà de faire un week-end, une compétition, gagner un peu d'argent, ils peuvent aussi faire des scores et battre des records. Pour info, la petite anecdote, c'est la première fois que l'année dernière que Nate Smith a pris 3 fois 10-25 dans une compétition pro. Il l'avait déjà fait sur des compétitions qui n'étaient pas des compétitions pro, des compétitions un peu en niveau un peu plus faible. Mais là, sur une compétition pro, c'est la première fois qu'il avait fait ça. Donc, c'est aussi, voilà, ça montre que le lac est performant, les skieurs peuvent donner et s'exprimer à 100%. Et c'est cette combinaison qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à attirer un maximum de compétiteurs. Bah bravo, félicitations encore. Merci. Est-ce qu'on peut nommer quelques champions qui sont sortis de la cano quand même? On en connaît quelques-uns, mais Bah oui, c'est la dernière en date, c'est Manon Costard qui s'est quand même entraîné pendant très longtemps ici, qui habite à Lacano, quoi, il y a une maison familiale à Lacano. Après, sinon, on a des skieurs, il y a Marc Sourtier qui aussi s'entraîne beaucoup à Lacano, qui a gagné le championnat du monde senior là, cette année. Madame Costard, championne du monde Championne du monde, pardon, en Malaisie. en 2019. Je crois, je ne vais pas te dire de bêtises, je crois que c'est ça. Et puis ma sœur aussi, principalement, qui a fait vice-championne du monde et qui s'est entraînée toute sa vie avec mon père ici. Son mari Christophe, qui a été champion d'Europe en saut, qui était spécialiste plutôt en saut. Et après, en skieurs qui sont venus s'entraîner là, il y en a quand même un petit paquet, je pourrais pas, j'ai sûrement en oublié, mais il y a Damien Acquerer qui était en équipe de France, qui s'est entraîné ici. Il y avait Sébastien de Freitas qui a été multiple champion
champion de France, qui a gagné les championnats d'Europe avant qu'il a arrêté un peu tôt, mais quand il était en espoir, jusqu'en espoir, il a eu beaucoup de titres. Là de tête, je vais en perdre un petit peu, mais il y a Oleg Doviatowski qui était un Biélorusse qui s'est entraîné pendant des années ici, qui était un spécialiste combiné et très fort en figure. Donc oui, il y a quand même pas mal de champions dans toutes les disciplines qui sont passés soit sur des séjours un peu plus courts ou sur des périodes un peu plus complètes d'entraînement, ouais, qui sont passés à Pitrote, qui sont entraînés beaucoup, principalement c'était à l'époque avec mon père. Ouais. Et tu l'as dit, du coup, la renommée que vous avez réussi à construire, elle est internationale maintenant. Donc, il y a des Français qui viennent s'entraîner pour progresser et pour performer ici. Et il y a aussi des gens, comme tu l'as dit, le Biélorusse qui vient. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent jusqu'ici pour s'entraîner et apprendre. Alors, des étrangers qui viennent, oui, on en a beaucoup. On a des Anglais, principalement des gens, des Européens qui viennent s'entraîner ici. Alors, c'est de tout niveau. Il y en a aussi quelques compétiteurs. On a des jeunes Anglais qui viennent de temps en temps, qui viennent ici. Bah, ils cherchent à la fois des meilleures conditions climatiques, parce que souvent en Angleterre ou dans d'autres pays, il fait un peu plus froid et la chaleur arrive un peu plus tard dans la saison. Donc, ça permet de, sans faire des milliers de kilomètres, de récupérer des meilleures conditions d'entraînement. Et puis aussi, ils viennent chercher les conditions d'entraînement au niveau de lacs, de bateaux qui permettent d'être aujourd'hui s'entraîner. Ils ne seront pas surpris le jour où ils seront en compétition, ils ne seront pas surpris par rapport au bateau ou des choses comme ça. Voilà, ça leur permet d'être dans les meilleures conditions pour le jour J. Peut-être une petite question un peu plus prospection maintenant. Est-ce que, on en a un peu parlé aussi en parlant du marché, du bateau, des équipements, etc. Comment tu vois un peu l'avenir c'est la question un peu piégeuse. Comment tu vois l'avenir du ski nautique là, dans les prochaines années, malgré donc, effectivement la hausse des prix, etc. Quel avenir tu vois pour le sport? Mais moi, je suis un optimiste, donc c'est un sport qu'il faut espérer et qu'il n'y a pas de raison. C'est un sport qui est super, qui est fun, qui une fois qu'on y goûte, qui est hyper prenant. Donc, je suis persuadé qu'il y a encore des gens qui connaissent pas le sport et qui s'y mettent, ils accrocheraient, et ils viendraient en faire tout le temps. Aujourd'hui, je pense que le vrai problème, c'est plus effectivement le démarcher et faire connaître le sport. Après, de mon point de vue, il y a différents écoles, quoi. Il y a différents. Voilà, on n'est pas aujourd'hui, nous, à la Cano, on fait de l'initiation, mais on n'est pas le meilleur, je pense, endroit pour proposer et faire découvrir la discipline, parce qu'effectivement, le fait d'avoir des installations comme on a aujourd'hui, bah, ça a un certain coût, donc on propose des tarifs qui ne sont pas forcément très attractifs pour le premier venu, et je pense qu'il y a des clubs ou des associations où c'est un peu plus la mission. Là, on est vraiment sur le perfectionnement et avoir des installations de très haute qualité pour pouvoir entraîner les compétiteurs, ou même la personne qui fait du loisir, qui cherche à s'entraîner dans de très bonnes conditions, mais il vient plutôt là. Et il y a des clubs un peu plus grand public, entre guillemets, qui eux, je pense, ont la vocation justement d'essayer de faire un peu plus de démarcher, découvrir le sport. C'est vers là qu'il faut essayer de trouver des solutions. Alors, j'ai pas toutes les cartes en main, mais il y a des portes ouvertes, et essayer de faire découvrir et faut arriver à faire tester et essayer la discipline au plus grand nombre, de façon à avoir derrière des adhérents et des nouveaux pratiquants qui viennent faire ce sport. Mais c'est un sport qui est magnifique, qui est génial, et à partir du moment où on y goûte, on ne veut plus s'arrêter. Donc C'est pas faux. j'ai encore confiance qu'on retrouvera des pratiquants encore dans les années qui arrivent. Ouais. Alors, on espère, c'est sûr. En tout cas, il n'y a pas de raison, ça continue bien. Tu vois d'ailleurs des jeunes, toi, passer des petits skieurs, des petits potentiels dans les Alors, plus jeunes générations?
Ah ben, on en voit. Après, des fois, ça s'arrête un peu tôt pour diverses raisons, des raisons familiales, personnelles. Mais oui, des jeunes qui ont des gros potentiels, on en voit souvent. Et on dit que si, voilà, s'ils veulent s'entraîner, qu'ils donnent les moyens, on sait ils peuvent réussir, ils peuvent faire quelque chose en ski. Après, effectivement, c'est là où c'est un peu plus difficile, c'est d'arriver à trouver les différents moyens pour qu'ils puissent à vous trouver le temps de s'entraîner parce que c'est vrai que le ski nautique c'est même si un tour de ski c'est 15-20 minutes sur l'eau, mais pour progresser il faut en faire tous les jours, il faut venir tous les jours donc au lac et c'est beaucoup de contraintes et de sacrifices parce que même si c'est 15 minutes sur l'eau, ben, pour certains, s'il y en a qui viennent de Bordeaux, ben, c'est une demi-journée de sacrifier pour venir faire un tour de ski de 15 minutes. Ouais, Donc c'est sûr. c'est là où est le challenge pour arriver à les faire progresser. Et certains, nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec des jeunes. On essaie de les intéresser, qui nous donnent des petits coups de main pendant la saison, de façon à ce qu'ils puissent vivre sur place et s'entraîner à des tarifs préférentiels, de façon à ce qu'ils puissent s'entraîner et essayer de montrer leur potentiel le plus vite possible et faire leur première Mhm. compétition. Sur Bordeaux, il y a quelques jeunes qui ont du potentiel là. Alors, c'est vrai qu'on sait que Bordeaux, c'est quand même une région de ski nautique. Et d'ailleurs, j'imagine que la Cano en est une raison aussi qui a peut-être attiré d'autres porteurs de projets ou créateurs à s'installer dans la région. On sait qu'il y a beaucoup de gros spots dans le sud-ouest. Donc, est-ce que tu en vois des petits jeunes comme ça qui arrivent Bah, on en voit quelques-uns, oui, oui. Là, nous, on a un petit jeune qui s'appelle Tony, qui vient de... Alors, il n'est pas tout à fait de Bordeaux, il est du Porge. Il a aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, il doit avoir 15 ans. Ça fait 4-5 ans qu'il vient s'entraîner ici. C'est un vrai passionné. Depuis qu'il est venu, il a fait ses premières initiations il y a 4-5 ans. Il a jamais arrêté et il est le premier à vouloir... Là, il va passer son permis bateau dès qu'il va pouvoir le faire pour pouvoir commencer à apprendre à piloter le bateau, pouvoir nous donner des petits coups de main. C'est le premier à, voilà, aujourd'hui, il nous fait des petites anecdotes, mais il passe le râteau sur la plage pour enlever les herbes, ce qui lui permet de payer un petit peu des fois des tours de ski, des choses comme ça. Et c'est génial d'avoir des jeunes qui sont motivés et qui se donnent la peine de pouvoir justement pratiquer leur passion. Et c'est vrai que la grosse évolution qu'il y a, je trouve, ces dernières années, comparé à l'époque où mon père travaillait, gérait l'école de ski. Donc ça, je parle de ça, on est il y a 15-20 ans. Euh, à l'époque, il travaille uniquement avec tous les moniteurs qui étaient à l'école de ski, c'était 100% des athlètes, des compétiteurs à Ouais. différents niveaux. Il y en avait qui faisaient de la compétition un peu plus en loisir, mais c'était quand même des compétiteurs. Et puis des, euh, il y avait des compétiteurs qui étaient en équipe de France, comme Christophe Duverger, Damien Acquerer, et qui pilotaient à l'année ou pendant la saison à Pitrotte. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça n'existe plus, ou c'est très peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sensation que ça donne, c'est que si les parents ne peuvent pas suivre financièrement les enfants, bah, il y en a moins qui prennent le côté, leur destin en main, entre guillemets, et se Ouais. dire, bon, ben, je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir faire ma passion et travailler dans une école de ski et pour pouvoir continuer à m'entraîner. Et il y en a encore quelques-uns, mais c'est vrai que c'est plus difficile à Mhm. trouver. Eh, les jeunes. Ok. Est-ce que, malgré tout le boulot que tu as derrière ton bureau, est-ce que tu as encore un peu le temps pour skier, pour progresser, pour voyager un peu en France, en Europe, aux États-Unis, et découvrir encore des beaux spots et aller peut-être t'inspirer dans d'autres gros clubs de ski? Ben, oui, j'essaie, comme je te le disais, j'ai moins de temps pour toute la partie un peu pro de l'entraînement, c'est-à-dire la préparation physique pendant l'hiver de façon à être le plus performant pendant l'été. Mais voilà, ce qui fait aussi la soupape et qui fait qu'on arrive à tenir des saisons, c'est parce déjà on travaille dans notre passion et que je peux en fin de journée réussir à faire ma session pour m'entraîner. Et à la fois, ça fait du bien à la tête et puis tant que j'en ai encore un peu les capacités, j'essaye
de pouvoir être le plus performant possible, de façon à faire quelques compétitions. Donc après, je vais pas voyager pour faire des compétitions très loin. J'essaie dans la mesure du possible rester en France. J'en ai la chance en plus en Nouvelle-Aquitaine d'avoir énormément de spots et des spots de très très bonne qualité. Ouais. Donc c'est vrai que dans un rayon de 3-4 heures, je fais 80%, 90% de moi des compétitions que je fais pendant la saison. J'en fais à peu près une dizaine. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui quand on va sur des spots comme chez Raoul à Arcachon ou à Borèche il va faire les championnats de France Open cette année, oui c'est des spots qui sont top et qui permettent déjà de voir autre chose aussi, découvrir des nouvelles sensations de glisse parce que chaque lac a des sensations et à son ressenti, donc c'est important aussi pour évoluer dans sa carrière de skieur, d'aller un peu à droite à gauche pour découvrir d'avoir d'autres repères, découvrir des nouvelles sensations. Et oui, rien qu'à une heure de la Cano, entre Borèche et le lac le plan d'eau chez Raoul, à Arcachon, on a déjà deux beaux spots qui permettent aussi de s'inspirer. Il y a la concurrence qui est là, donc ça nous permet aussi de tirer vers le haut. Ouais. Et puis d'avoir aussi, quand on skie avec Raoul ou avec Stéphane, ça permet d'avoir un œil différent sur ce qu'on fait par rapport au coach habituel qu'on voit pendant toute l'année ici. Et puis de temps en temps, j'essaye de prendre un peu de vacances. Là, j'étais en octobre, j'ai passé 15 jours en Floride, principalement à la Swiss Ski School où j'étais avec Boris Laval et pour aussi souffler un peu de la saison et puis faire du ski dans un autre environnement. Et puis là, en plus, c'est du ski 100% plaisir parce qu'il n'y a pas du tout de boulot quand on est là-bas. Donc Ouais. c'est encore un autre plaisir. Et d'aller aux États-Unis comme ça, de faire un peu de veille, j'imagine que tu apprends encore des choses. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis en ce moment? Ce qui est sûr, c'est que là-bas, c'est la Mecque, hein, c'est la Mecque du ski nautique. Il y a, je dirais, 99% du ski nautique se passe là-bas. Donc, c'est surtout au niveau du développement, de la technique, toutes les dernières innovations et les différentes approches en termes d'entraînement et de technique se passent là-bas. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je pars là-bas, le fil rouge un peu de ma saison derrière, c'est justement un peu les quelques points que peut m'avoir dit. Bon, après, moi, je vais principalement avec chez Boris Laval, donc c'est lui qui me coach et c'est vrai que derrière il va pas me révolutionner ma technique et me faire faire tout et n'importe quoi en 15 jours, mais les quelques points qui sont un peu les dernières tendances et vers là où veulent aller les meilleurs, je les écoute et on essaie de le garder en fil rouge sur la saison pour s'entraîner et c'est ça qui permet de progresser derrière. Ouais. J'ai quand même une question importante pour le spot. Est-ce que vous avez des petits projets pour la suite, le futur? Est-ce que ouais, il est déjà bien complet le spot, mais est-ce qu'il y a encore des choses qui s'annoncent pour les années prochaines? Ce qu'on essaye de faire, déjà, c'est effectivement, on essaie toujours de se développer, de faire un peu plus. Là, l'idée aujourd'hui, c'est la dernière chose qu'on a fait, c'est on a développé une salle qui permet d'accueillir des comités d'entreprise ou des groupes, et ce qui permet aussi de faire découvrir. On a récupéré des nouveaux pratiquants aussi grâce à ça, qui sont venus l'année dernière dans des comités d'entreprise, donc ils viennent parce que ils viennent parce qu'il y a le spot permet d'accueillir les gens, il y a une salle et puis du coup on met à profit s'ils veulent faire une demi-journée de ski dans leur team building Ouais. d'entreprise, ça peut faire partie du package. Et du coup, on a récupéré quelques pratiquants qui sont venus en séminaire d'entreprise, qui ont fait du ski nautique alors qu'ils pensaient jamais faire du ski nautique de leur vie. Et puis derrière, ils ont accroché et ils viennent en faire de temps en temps. Donc ça, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Et puis là, ce qu'on essaie de développer aussi maintenant, c'est toute notre partie un peu vestiaire et puis salle d'échauffement. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'été, on fait un sport d'extérieur, donc quand il pleut et qu'il y a du vent, généralement, on va pas forcément faire du ski, mais l'idée, c'est d'avoir un coin un peu plus pro pour s'échauffer, s'entraîner avec deux trois machines, de façon à pouvoir être
dans des meilleures conditions et surtout dans les débuts et fins de saison où des fois le temps est pas toujours clément, mais bon, quand il faut s'entraîner, il faut y aller même s'il pleut ou qu'il fait un peu plus froid. Et voilà, les dernières nouveautés qu'on essaie de faire, ça va être vers là, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Ok. Tout pour l'athlète, qu'il soit sur l'eau ou hors de l'eau, quoi, dans Tout les à meilleures fait, conditions. exactement. Très bien. Bon, bah écoute, Roland, c'était top. Je te remercie. J'ai ma dernière question que je pose à chaque invité du podcast. C'est la suivante. C'est quelle personne voudrais-tu écouter dans un prochain épisode du podcast? J'aimerais bien écouter Marc Sorti. Marc Sorti? Oui. Ouais. Ok, c'est noté. Pourquoi peut-être? Tu peux nous dire? Mais parce qu'il a double compétence dans le milieu, c'est-à-dire qu'il a à la fois, ça a été quand même c'est un athlète, il a fait des compétitions à haut niveau en équipe de France quand il était plus jeune, aujourd'hui même encore en senior en plus de 35 ans où il a gagné les championnats du monde, et puis il a aussi la casquette kiné, donc toute la partie médicale, et qui aujourd'hui je pense un des grands axes, et ça c'est même au niveau international, qui manque dans notre sport pour à la fois le professionnaliser et pour augmenter les performances de chacun, où toute la partie préparation et suivi, il n'y a pas vraiment de process dans notre sport, c'est un peu chacun fait Ouais. ce qu'il pense y être le mieux pour lui, et quand on peut comparer ce qui se fait dans des sports comme le foot ou le rugby, on sait que si un attaquant, un attaquant s'il va être performant, il y a tel ou tel type d'entraînement physique, prépa, il peut pas y échapper. Donc ça peut être intéressant. Voilà, je pense que l'évolution dans le haut niveau et pour les athlètes, c'est vraiment d'avoir un peu plus de process et de savoir si on veut devenir bon et durer dans le temps, quels sont les entraînements, les prépas physiques que je dois faire pour y arriver. Ça marche. Et ben on demandera tout ça à Marc. Effectivement, bien vu. Merci encore Roland, c'était excellent ce petit tour à Pitrote et puis d'expliquer un peu ton parcours et l'histoire de ce lieu. Merci encore, je te remercie pour Avec grand plaisir. Ce moment, c'était génial, merci. Super. Ciao, à bientôt. À bientôt. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wake Park sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao!